J'aimerais vous faire participer à une petite expérience de pensée. Vous allez vite comprendre. Disons qu'hypothétiquement, vous soyez un chrétien pour le moins convaincu. Très convaincu. Convaincu que tous les événements physiques et historiques qui se produisent dans ce bas monde sont en fait des épisodes d'une guerre éternelle entre le bien et le mal avec une majuscule. Ouais, je sais, ça pique un peu, mais c'est quand même. Maintenant, imaginez qu'hypothétiquement, le camp des chrétiens, le camp des gentils, le camp des saints, clin d'œil, c'est le camp du bien. Qui serait le camp du mal dans la période actuelle? Dans cette grande partie d'échecs, qui seraient les blancs? Qui seraient les noirs? Disons maintenant qu'hypothétiquement, une force divine dirige chaque camp et complote de façon invisible à la victoire de ses propres fidèles. Qu'il y a un complot du mal pour vaincre le bien, par exemple. Qui serait le comploteur en chef du camp des malsains? Aujourd'hui, et pour de vrai ce coup-là, c'est l'épisode 2 de ma revue du camp des saints. J'espère que vous avez tous très hâte de retourner dans l'univers mental étrange de Raspail. Surtout que cette fois-ci c'est assez spécial, puisqu'on va avoir toutes les réponses à mes étranges questions introductives hautement subtiles. La dernière fois on s'était arrêté au moment où Raspail revient dans le temps pour expliquer les sources de l'invasion migratoire, aka le sujet de ce formidable étron littéraire. Et c'est pas juste une vanne, je vous prépare mentalement pour un passage à haute teneur scatophile. C'est donc aujourd'hui qu'on va apprendre ce qui constitue la cause de l'invasion migratoire selon Raspail. Spoiler alert, le comploteur en chef du camp du mal, du camp des noirs, c'est... Le démon est ici. Nous voilà donc plusieurs mois avant l'arrivée de la flotte migrante en France. Nous sommes à Calcutta, en Inde, plus précisément devant le consulat général de Belgique. Ce jour-là se trouve amassée devant la grille de l'office diplomatique une foule sans nom et sans visage, compacte et impersonnelle, tout un tas de gens venus de la ville et des villages alentours. Une foule considérable qui enfle de jour en jour et qui aurait doublé depuis la veille. C'est du moins ce qu'il semble aux gardes sikhs qui surveillent, fusil de Tchekhov en bandoulière, la grille fermée du consulat. A votre avis, pourquoi ce choix narratif d'avoir un sikh planté là? Les Sikhs, c'est un groupe ethnico-religieux indien, originaire de la région du Punjab, reconnaissable à leur turban. Ce turban, le sachiez-vous, est en fait une relique de l'époque coloniale. Il était utilisé pendant la domination britannique de l'Inde parce qu'il distinguait les Sikhs des autres populations indiennes portant le turban. Sikhs que les Britanniques enrôlaient de préférence comme troupes coloniales. Par exemple, ils faisaient encore partie des troupes coloniales britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Et notre consulat belge là, il a spécifiquement un sikh comme garde? Coïncidence? Et je crois pas, hein. En fait, je suis sûr. Vous pensez bien que Raspail est un nostalgique de la colonisation. Un peu plus tard dans le récit, ce même garde sikh est littéralement comparé à un chien de l'homme blanc qui aboie au talon de l'homme noir. Charmant. Et ça laisse peu de doute sur le choix narratif de mettre un sikh comme garde d'une ambassade occidentale. Bref, toute cette foule qui fait face aux gardes est en fait là pour refiler ses gosses en adoption. Apparemment, les gens du Sud, dans le monde alternatif délirant de Raspail, viennent refiler des nourrissons aux consulats occidentaux, nourrissons qui sont ensuite envoyés par dizaines de milliers chaque année en Europe. Je précise, quand je parle du Sud dans le contexte de cette vidéo, je parle du Sud au sens géopolitique, pas dans un sens géographique. Autrement dit, je parle de ce que Raspail désigne par le tiers-monde. Pas de chance, le consul de Belgique a fait mettre une pancarte qui dit qu'on coupe les vivres et qu'on prend plus les gosses. Mais pensez une pancarte. Dans le monde de Raspail, ça sait pas lire, un indien. Soyons justes, c'est vrai que le taux d'alphabétisation en Inde dans les années 70 n'est que de 30%. Enfin, 30% d'une foule, ça fait quand même 2-3 personnes qui devraient savoir lire, non? Mais dans le monde de Raspail, l'Inde est une terre inculte et analphabète. C'est donc au garde sikh qu'il revient d'expliquer ce qu'il y a décrit sur le panneau au grand désespoir de la foule. Des femmes essaient quand même de refiler leurs gosses aux gardes en l'exhortant de laisser leurs petits entrer dans le paradis occidental. Les plus beaux, ceux en meilleure santé sont mis en avant, mais au fond on a toute une espèce d'enfant monstre horrible qu'on voudrait bien faire adopter mais qu'on ose à peine montrer. Au passage, c'est un des rares moments du livre, et en fait peut-être le seul à ma mémoire, où des individus indiens s'expriment directement. Par la suite, ils ne sont plus qu'une masse informe, une espèce de horde possédée, mais possédée au sens littéral de possession démoniaque. Aucune individualité, aucune voix ne s'élèvera plus en dehors de celle d'un personnage d'anthologie qui va bientôt faire son entrée. Finalement, le sikh menace la foule qui s'excite avec son fusil. La foule comprend alors qu'on ne prendra vraiment plus les enfants, mais, phénomène mystérieux, elle est parcourue à la fois d'un sursaut de détresse, mais aussi d'une sorte de regain d'espoir imaginatif. Elle se dit, la foule, si on nous refuse le paradis occidental, c'est qu'il est encore mieux qu'on croyait.
Et c'est ainsi que naît le mythe de l'Occident Eldorado. On s'était rapproché, cela nourrissait l'espérance. Il en jaillissait des affabulations grandioses où des fontaines de lait et de miel ruisselaient, inutiles, vers des fleuves poissonneux baignant des champs gorgés jusqu'à l'horizon, de récoltes spontanées où se roulaient en jouant des monstres heureux. Ce sont les gens les plus simples qui assurent le succès des mythes. On écouta ces bavardes inspirées, on se mit à les croire, puis chacun reprit à son compte la folle évocation de l'Occident. Or, dans Calcutta cerné par la famine, chacun signifiait multitude. Peut-être est-ce une explication. Le texte de Raspail est ponctué de ces phrases-là ou de variantes. Peut-être est-ce une explication. C'est la première occurrence qu'on a dans le livre, mais ça revient un nombre incalculable de fois. C'est une sorte de leitmotiv pour dire « voilà les raisons profondes de la catastrophe ». Ce facteur explicatif que je viens de vous décrire, c'est pas juste une métaphore. Tout le long du livre, les Indiens ont l'air de croire sincèrement que l'Occident est un Eldorado littéral, un pays de cocagne où la terre produit spontanément la richesse. Les Indiens seraient donc incapables de comprendre que la puissance et la richesse de l'Occident vient de ses forces productives bien plus que de ses ressources naturelles. Nous serions riches naturellement, spontanément, c'est ça qu'ils pensent. Moi j'aurais tendance à dire que c'est un cliché foncièrement raciste de dépeindre les Indiens d'une façon aussi grotesque. Mais enfin, qui suis-je pour juger ? Bien sûr, on va me dire que c'est juste une hyperbole littéraire. D'accord, mais dans notre monde prosaïque, cet effet Eldorado, qu'on appelle généralement un effet poule ou effet d'attraction, est constamment évoqué et surestimé par les anti-immigrationnistes. Pour eux, il est évidemment essentiel de dire que l'Europe attire fondamentalement des personnes issues du reste du monde, de par sa richesse, son système social, ses allocs, n'importe quoi qui puisse justifier que la seule solution soit de fermer les frontières. C'est la solution ultime, la seule, puisque par nature, vous attirez les populations étrangères. Dans la réalité, cet effet d'attraction est beaucoup plus compliqué à évaluer que ça. Sans doute les candidats à l'immigration et les demandeurs d'asile choisissent de partir pour un pays occidental parce qu'ils le savent riche. En tant qu'ex-colonisés, ils savent très bien où est l'argent. Néanmoins, il est complètement faux de dire qu'ils partent en priorité à cause de cet effet d'attraction. Au contraire, ils partent avant tout à cause d'effets répulsifs. La guerre, la famine, la pauvreté, et de plus en plus le changement climatique. Le premier déterminant des migrations, c'est un effet de répulsion, pas d'attraction. C'est d'ailleurs pas nouveau, quand les Irlandais foutent massivement le camp de leur terre natale pour l'Amérique au 19e, ils ne partent pas aux USA parce que la fédération est en plein essor ou je sais pas quoi, ils se barrent à cause de la famine. C'est pour ça que la logique trumpienne du mur ou de la forteresse Europe sont fondamentalement stupides. Un être humain, quand il a le choix entre croiser les bras et mourir gentiment ou se battre pour survivre, il se bat, peu importe les obstacles que vous mettez sur sa route. Je veux dire, qu'est-ce que vous feriez si votre survie et celle de vos proches en dépendaient ? Ah oui, je connais la réponse de certains d'entre vous, mais je vais prendre ça pour une confirmation. Mais voilà quand même la preuve ultime de ce que je suis en train de vous dire. Ce qu'on voit là, c'est des Afghans qui ont pris le risque insensé de s'accrocher au train d'atterrissage d'un avion américain pendant la débandade post-reprise du pays par les talibans. Ces gens savent qu'ils n'ont aucune chance de survie en restant, alors ils risquent leur vie pour partir. Peu ou prou, c'est la même chose avec les migrants qui traversent la Méditerranée sur des bateaux pourris refilés par ces ordures de passeurs. Je sais ce qu'on va me dire. Si on repousse les migrants, ils seront dissuadés de partir. C'est d'ailleurs ce que l'Australie fait. Sauf que c'est faux. Je pourrais faire une vidéo entière sur l'Australie et plus généralement sur l'effet d'attraction. Certains l'ont fait d'ailleurs, et je vous renvoie pour le moment à 2 vidéos du youtubeur britannique Boîte Solitaire sur Barbie nazie. Vous y trouverez des sources et plus encore. Mais pour revenir au camp des saints, il est crucial que dans le récit de Raspail, les migrants croient que l'Occident soit riche non pas par ses structures et ses forces productives, mais parce que l'Occident est un pays de cocagne. Ça justifie qu'ils viennent juste pour nous remplacer finalement. Pas besoin d'organisation, on s'installe et puis c'est bon, on est riche à notre tour. C'est évidemment hautement incohérent, mais c'est important pour que la narration de Raspail ait le moindre sens dans son propre paradigme délirant. Bien entendu, la seule chose qui peut réellement limiter l'immigration, celle qui est due aux circonstances économiques ou locales, c'est de résorber la fracture nord-sud, les inégalités internationales, c'est de limiter l'impact du réchauffement climatique, c'est faire en sorte que chaque être humain ait une chance de vivre décemment sur sa terre d'origine, s'il le souhaite. Mais ça, c'est pas du goût de Raspail, Au contraire, Raspail, il dit que l'Occident devrait être égoïste, laisser le Sud se démerder, tout en pensant d'ailleurs que le tiers-monde est congénitalement incapable de le faire. Autrement dit, Raspail est satisfait des causes dont il répugne aux effets. Ça vous rappelle rien ça ? C'est une des phrases chéries de Zemmour qu'il cite tout le temps, c'est de Bossuet. Dieu rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et bah Dieu il rit de toi Raspail, Dieu pense que t'es un con. Moi je serais vraiment dégoûté si mon Dieu se foutait de ma gueule comme ça. Trêve de digression, revenons à Calcutta. Comme la foule s'énerve, le consul sort dehors, essaie de gueuler un peu sur tout le monde,
Mais quand même, ils abusent ces gens qui viennent demander à manger là. Résultat, ils se ramassent une pierre sur la tronche. Cette pierre a été lancée par un duo de personnages essentiels à la suite du récit, qui sont surnommés, parce qu'on n'a jamais vraiment de nom pour eux, le Colosse et l'Enfant Monstre. Parfois l'Enfant Totem aussi. Ces deux-là vont devenir les leaders et prophètes de la foule indienne. Et ces deux protagonistes, c'est quelque chose. Je vais vous lire en entier le passage qui les introduit dans l'histoire. Mais avant ça, juste comme ça, sans arrière-pensée aucune, je vais vous lire la définition de la projection en psychanalyse. Gardez-la en mémoire quand je vais vous lire la description des personnages, ça peut servir. Dans la doctrine psychanalytique, la projection est un mécanisme de défense inconscient par lequel le sujet projette sur autrui les craintes et les désirs qu'il ressent comme interdits et dont la représentation consciente serait chargée d'angoisse ou de culpabilité. Elle participe à la constitution des phobies dans la névrose et du délire dans la psychose. Bon allez, c'est parti pour l'introduction de ce duo de personnages. Je vous préviens, c'est du salé dans le racisme délirant, et encore une fois j'invente rien, mais alors rien du tout. À l'arrière des dernières femmes du dernier rang de la foule, un homme de haute taille, paria demi-nu, brandissait quelque chose au-dessus de sa tête comme un drapeau. Rouleur de bouse de son métier, pétrisseur d'excréments, façonneur de briquettes de fientes, coprophage aux heures de famine. Coprophage, ça veut dire qu'il bouffe de la merde. Il tenait entre ses mains puantes une espèce de chose vivante. À la base, 2 moignons, un tronc énorme affaissé, le dos dans les reins, pas de cou, mais la tête comme un moignon supplémentaire, un 3e moignon surmonté d'un crâne chauve, percé de 2 trous oculaires et d'un trou pour la bouche, sans dents ni gorge, sorte de clapet de l'œsophage. Les yeux de la chose vivaient et regardaient droit devant elle, très haut par-dessus la foule, tout droit sans diverger, car elles étaient douées de vie, mais pas de mouvement, hormis celui de bas en haut qu'imprimait le paria à son monstre d'enfant. C'est ce regard sans paupières qui vint s'emparer, à travers les barreaux de la grille, de celui du consul hypnotisé par l'horreur. Voilà, c'est ça le leader et prophète des Indiens, un bouffeur de merde équipé d'un enfant monstre. C'est le seul personnage, la seule individualité qui ressort de toute la flotte de migrants pour le reste du récit. Yevam chadurdasha jaganmayadam gatasya padalamisha tava padatalam vadanti padordhadeshamapi deva rasatalam te gulphadvayam khalu mahatalam. Un peu plus tard, le consul fait face à un groupe de 10 personnes dans une salle de réunion du consulat. Ce sont des félons. Rappelez-vous les félons, c'est comme ça que Raspail surnomme les gens qui travaillent sciemment ou inconsciemment à détruire l'Occident. Et donc le consul, qui lui est un lucide, les engueule vertement. « La pitié, dit le consul, la déplorable, l'exécrable, la haïssable pitié. Vous l'appelez charité, solidarité, conscience universelle. Mais lorsque je vous regarde, je ne distingue en chacun de vous que mépris de vous-même et de ce que vous représentez. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire et où cela nous mène-t-il ? Il faut être fou ou désespéré. Il faut être dévoyé pour admettre, comme vous le faites, toutes les conséquences en chaîne de votre complaisante pitié. » Dans cet extrait-là, on a l'un des arguments classiques des identitaires, à savoir l'ethnomasochisme. C'est l'idée que les blancs, les humanistes détruisent l'Occident, et par Occident il faut entendre la race blanche, à cause de leur culpabilité post-coloniale, de leurs valeurs post-chrétiennes. C'est l'explication ultime de l'extrême droite pour expliquer que des blancs, des gens comme moi en fait, seraient en train de s'autodétruire par contrition et rétribution de nos péchés passés. Il est bien sûr inconcevable pour un chrétien raciste comme Raspail qu'on puisse agir non pas par culpabilité, mais par désir sincère de rendre le monde un iota meilleur et plus équitable. Ce qui en dit long sur la mentalité de certains chrétiens. D'ailleurs les chrétiens, vous devriez peut-être vous calmer avec le péché originel, ça vous flingue la tronche. Tout le monde n'est pas omnubilé par l'idée d'une souillure ontologique. Le consul revient ensuite sur cette étrange histoire d'adoption, et voilà comment il en parle. Vous avez créé de toutes pièces, au cœur de notre monde blanc, un problème racial qui le détruira. Et c'est là votre but. Aucun de vous n'a la fierté de sa peau blanche et de ce qu'elle signifie. Ce passage est évidemment une confirmation que Raspail ne fait pas de différence entre Occident et race blanche. Bon, mais faut dire qu'il a quand même face à lui des gens super bizarres. Enfin, ils sont bizarres parce que ce sont des caricatures de ce qu'un fasciste pense qu'est un humaniste. C'est comme le gauchiste de l'épisode 1. Parce que la solution que les humanistes proposent au problème du racisme, ce serait le métissage. C'est déjà une idée qu'on a vue dans l'épisode 1 avec Norman Haller. On résoudra les inégalités raciales par le métissage. J'ai vraiment besoin d'expliquer pourquoi c'est absurde comme idée. C'est le problème qu'on a quand on a une vision purement idéaliste du monde.
L'inégalité elle-même devient un problème idéologique lié à la nature intrinsèque des races. Puisque les races sont essentiellement métaphysiquement et donc biologiquement inégales, selon Raspail, il faudrait forcément les mélanger pour les équilibrer. L'inégalité n'est plus une contingence matérielle et historique, une histoire de développement, d'infrastructures, d'institutions, c'est une conséquence de l'existence des races. On règle donc l'inégalité par un concept, le métissage, pas par des structures matérielles. Ça n'a évidemment aucun sens, d'autant que, je rappelle encore, la notion de race n'a pas de réalité biologique. Notre petite congrégation des dits traîtres de race est quand même d'accord sur un point. Maintenant qu'on a coupé les adoptions pour les gosses, les Indiens ont conçu l'idée de se faire adopter en masse et d'un bloc. Ils vont donc se bouger eux-mêmes, au lieu d'attendre qu'on les bouge, et c'est pour ça que des villes et des villages entiers radinent à Calcutta et se massent devant les divers corps diplomatiques occidentaux. Pour le consul, c'est en partie la faute des félons à qui il s'adresse, qui sont des désabusés de l'Occident, qui ont rejeté l'Occident. C'est ça qui les pousse à vouloir faire venir le Sud dans le Nord, par charité. CF ce que je disais sur l'ethnomasochisme. Ce sont donc eux qui ont participé à masser les Indiens ici. On trouve parmi les félons 2 personnages significatifs. Enfin le premier pas tant que ça, c'est un évêque dévoyé qui sert juste de point de vue vite fait plus tard. C'est surtout le deuxième qui nous intéresse, Balan, le philosophe athée. Balan quitte la Réunion au consulat et se mêle à la foule des Indiens dehors. Il donne des bonbons aux gosses, et puis il s'approche du colosse et de son enfant monstre pour mettre en œuvre son plan machiavélique. Et ce qu'il fait, c'est qu'il dit au colosse qu'il sera au paradis avec lui dès aujourd'hui. C'est tout, mais ce serait quand même une explication à l'invasion migratoire. Mais là c'est quasi ésotérique en fait, parce que cette simple phrase aurait insufflé au colosse l'idée de partir pour l'Occident et de se faire prophète pour la foule tout entière. Balan serait une sorte d'inspirateur démoniaque. Et vous allez voir que je n'utilise pas le terme démoniaque dans un sens métaphorique. Parce que Balan, tout athée qu'il soit, discute sans arrêt avec Dieu. Pour un fanatique catholique comme Raspail, il est fondamentalement impossible de ne pas croire en Dieu et d'avoir de réelles convictions athées. Un athée n'est qu'un fou qui a rejeté Dieu, autrement dit un sataniste. Et comme tout bon sataniste, il veut détruire l'Occident chrétien, c'est ça la logique. Le colosse a donc reçu l'inspiration. Notez au passage qu'il ne pouvait pas la trouver tout seul, il fallait forcément qu'un blanc lui donne. Et il va faire son grand discours de prophète. C'est un discours symbolique dans lequel il raconte comment les dieux indiens, c'est-à-dire les nombreux dieux de l'hindouisme ainsi qu'Allah et Bouddha, libèrent Jésus de la croix. Au passage, Bouddha n'est pas un dieu, mais je m'attends pas à ce que Raspail ait le moindre début de compréhension de ce que sont les philosophies métaphysiques orientales. D'autant qu'il en a oublié 2 des plus importantes, le jaïnisme, qui a été l'une des inspirations de Gandhi, et le sikhisme. J'imagine que Raspail pense que les sikhs sont juste une race. Donc en échange de sa liberté, Jésus leur octroie son royaume, aka l'Occident chrétien. Les dieux indiens fabriquent un bateau avec la croix et se barrent, laissant Jésus tout seul à se noyer en essayant de les suivre. Bon, la métaphore est évidente, la croix c'est la colonisation, Jésus donne le royaume en contrepartie qu'on l'a libéré de son crime moral colonial, et en rétribution les Indiens viennent envahir l'Occident et génocider les Blancs. Dans son prêche de prophète, le colosse cite aussi l'extrait de l'Apocalypse qui donne son nom au bouquin et que j'ai lu dans l'épisode 1, le temps de 1000 ans s'achève, blabla. Et c'est là que va être introduit la thèse complotiste du livre. Le grand remplacement est en fait un complot sataniste. Non, sans rire, littéralement un complot sataniste. On le sait parce que la citation entière de l'Apocalypse qui donne le nom Candessin vient beaucoup plus tard dans le livre et est en réalité celle-là. À la fin des 1000 ans, Satan sera délivré de sa prison. Il en sortira pour séduire les nations, qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour le combat, elles qui égalent en nombre le sable de la mer. Elles partiront en expédition sur la surface de la terre, elles investiront le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais Dieu fit tomber un feu du ciel qui les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où étaient déjà la bête et le faux prophète, et où leur tourment, de jour et de nuit, durera au siècle des siècles. Alors là, tout innocent que vous êtes, vous allez me dire que Raspail assimile les Indiens à des démons. Mais non, vous avez tort, c'est l'intégralité des noms blancs qu'il assimile à des démons. Parce que je spoil la fin, mais la finalité de l'équipée des Indiens est d'inspirer le reste du monde tout entier à faire pareil. Et oui, en effet, l'invasion des 800 000 Indiens est en fait un mensonge, c'est juste le fer de lance de l'intégralité du Sud envahissant le Nord. Et l'intervention divine mentionnée dans cette prophétie apocalyptique n'a pas lieu. Parce qu'au fond, Raspail ne croit même pas à ses propres conneries de fanatiques, mais je vais revenir là-dessus après.
Évidemment, le prophète indien, le colosse et son enfant monstre, omet tous les passages qui font référence au diable. Il va quand même pas vendre la mèche. C'est ce que constate avec délectation Balan, notre philosophe athée, parce que ça fait partie du plan. Balan constate aussi que le colosse est capable de citer la Bible sans l'avoir jamais lue, encore un effet de son inspiration mystique et démoniaque. Le fait de citer la Bible a aussi ça de significatif que ça sous-entend que la vérité ne peut être que biblique et que les dieux indiens seraient des genres de démons, je suppose. En tout cas, avec un brin de culture, il aurait pu citer le Kali Yuga et d'autres théories ésotériques orientales de la fin du monde. Mais bon. Le colosse indique donc à la foule qu'on va se cotiser pour payer la traversée, les vivres et le charbon, et aller jusqu'en Occident, accoster au paradis. Que des tas de gens vont mourir en chemin, mais que le voyage en vaut la peine. Et c'est ainsi que la foule investit le premier bateau, l'India Star. On apprend que la veille, Balan ainsi que d'autres blancs, des Indiens et un Chinois, sont venus spécifiquement sur l'India Star. Pourquoi un Chinois ? Je soupçonne Raspail de penser, comme beaucoup de racistes, que les extrêmes orientaux sont équivalents aux blancs en termes d'intelligence, mais qu'ils veulent quand même nous détruire. C'est pour ça qu'ils sont communistes. C'est ça le but de la révolution culturelle, alors que rien à voir. En tout cas, c'est ma théorie parce que sinon j'ai aucune idée de ce qu'un Chinois viendrait foutre là-dedans et de pourquoi le gouvernement final mis en place après l'invasion migratoire deviendrait la commune multiraciale de Paris. Bref, tous ces gens-là sont venus s'assurer que le bateau là, l'India Star, était justement en état de marche pour emmener les Indiens, dont on ne savait pas encore ce qu'ils vont faire puisque le prophète n'apparaît que le lendemain. Comment ils ont su qu'il fallait faire ça en prévision de l'exode des Indiens ? Conspiration quasi mystique en vérité, puisque satanique. Tout en agissant par inspiration, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Bien qu'ils ne se connaissent pas, ils se reconnaissent dans le projet qu'ils partagent. Ce sont des initiés. L'initiation, c'est maléfique pour les cathos tradis, c'est un truc de franc-maçon. En réalité, l'initiation est un truc assez commun dans les religions et philosophies métaphysiques, ça se trouve dans l'hindouisme, le taoïsme et même l'islam. Tous sauf le christianisme. Et non, les chrétiens ont eux aussi connu des cultes initiatiques comme le rosicrucianisme. Cette congrégation de conspirateurs sataniques, c'est l'occasion pour Raspail de nous livrer sa réflexion personnelle sur les raisons profondes, subtiles et ésotériques du grand remplacement. Il est rare que les mouvements de foule spontanés ne soient pas, en fait, plus ou moins manipulés. Et l'on imagine aussitôt un chef d'orchestre tout-puissant, grand manipulateur en chef tirant sur des milliers de ficelles dans tous les pays du monde et secondé par des solistes de génie. Il semblerait que rien n'est plus faux. Dans ce monde en proie au désordre de l'esprit, certains parmi les plus intelligents, généreux ou pernicieux s'agitent spontanément. C'est leur façon à eux de combattre le doute et de s'échapper d'une condition humaine dont ils refusent l'équilibre séculaire. Ignorant ce que réserve l'avenir, ils s'y engagent néanmoins dans une course folle qui est une fuite en avant, et sur leur chemin font sauter toutes les voies de repli, celles de la pensée, évidemment. Ils tirent chacun leur propre ficelle, liée au lobe de leur cerveau, et c'est précisément là que réside le mystère contemporain. Toutes ces ficelles se rejoignent et procèdent, sans concertation, du même courant de pensée. Le monde semble soumis, non pas à un chef d'orchestre identifié, mais à une nouvelle bête apocalyptique, une sorte de monstre anonyme, doué d'ubiquité, et qui se serait juré, dans un premier temps, la destruction de l'Occident. La bête n'a pas de plan précis, elle saisit les occasions qui s'offrent, la foule massée au bord du Gange n'étant que la dernière occasion en date, et sans doute la plus riche de conséquences. Peut-être est-elle d'origine divine, plus certainement démoniaque. Ce phénomène peu vraisemblable, né il y a plus de 2 siècles, a été analysé par Dostoïevski. Il a été aussi par Péguy sous d'autres formes, et encore par l'un de nos précédents papes, Paul VI, ouvrant enfin les yeux au déclin de son pontificat. Rien n'arrête la bête, chacun le sait, ce qui engendre chez les initiés le triomphalisme de la pensée, tandis que ceux qui luttent encore en eux-mêmes sont saisis par l'inutilité du combat. Archange déchu, Balan reconnut aussitôt les serviteurs de la bête et leur offrit ses services. C'est aussi une explication. Bon, là, il y a tout, les progressistes sont des nihilistes dingos, la condition humaine sert d'excuse pour que le monde soit de la merde, et puis la Révolution française est le retournement satanique du monde. C'est à ça qu'il fait référence, je crois, quand il parle d'un phénomène né il y a 2 siècles. Et puis, on a la tentative la plus pitoyable de ne pas être taxé de complotiste en prétendant qu'il n'y a pas de chef d'orchestre humain, tout en soutenant qu'il y a bien un chef d'orchestre, mais surhumain, démoniaque. La destruction du monde blanc et chrétien résulte donc en fait de forces spontanées,
mais capables de s'organiser conjointement sans même se concerter, parce que ces forces sont en fait le jouet de puissance satanique. Vous pouvez voir que je blaguais pas quand je parlais de dinguerie mystique dans l'épisode 1. J'ai cité dans le passage précédent le nom de ces forces démoniaques, dans le passage prophétique. Ce sont Gog et Magog, les démons de la fin des temps dans l'eschatologie chrétienne, et, je précise malicieusement, dans la tradition islamique. Bizarrement, non, le fanatisme chrétien et musulman ne sont pas tellement dissemblables. Il se trouve que je m'intéresse depuis longtemps au taoïsme et à l'ésotérisme, spécifiquement à travers l'œuvre de René Guénon. René Guénon, c'est un auteur français, mais un converti à l'islam et praticien du soufisme. Il a la particularité d'adhérer lui aussi à la thèse que l'Occident serait décadent, mais pour lui, c'est la culture gréco-romaine et judéo-chrétienne vidée de sa spiritualité qui serait la source de cette décadence. Il pensait que le christianisme avait tout perdu de son caractère spirituel, contrairement aux métaphysiques chinoises, hindouistes et islamiques. Bon, moi qui suis relativement athée, je m'en fous un peu de ce point de vue-là, mais j'ai quasiment tout lu de Guénon et c'est comme ça que je connais le sens symbolique de Gog et Magog. Je vais donc vous citer là un extrait d'un bouquin de Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Dans la tradition islamique, ces fissures sont celles par lesquelles pénétreront, aux approches de la fin du cycle, les hordes dévastatrices de Gog et Magog, qui font d'ailleurs des efforts incessants pour envahir notre monde. Ces entités, qui représentent les influences inférieures dont il s'agit, et qui sont considérées comme menant actuellement une existence souterraine, sont décrites à la fois comme des géants et comme des nains. Ce qui, suivant ce que nous avons vu plus haut, les identifie, tout au moins sous un certain rapport, aux gardiens des trésors cachés et aux forgerons du feu souterrain qui ont aussi, rappelons-le, un aspect extrêmement maléfique. Au fond, c'est bien toujours du même ordre d'influence subtile, infracorporelle, qu'il s'agit en tout cela. Des géants et des nains, un colosse et un enfant monstre, vous l'avez ? Le colosse et son enfant sont Gog et Magog incarnés. Donc pour Raspail, les entités démoniaques de la fin des temps, ce sont les non-blancs. Littéralement, les non-blancs sont des démons. On croirait presque une parodie d'Heroic Fantasy en fait. Les non-blancs sont les troupes de Sauron, les hordes d'orques du Mordor qui viennent conquérir Minas Tirith, la cité blanche. Bon, revenons au récit. Les initiés savent que les Indiens vont prendre l'India Star le lendemain et que le colosse et l'enfant totem seront les leaders. Qu'il suffit de trouver comment les pousser, et c'est Balan qui a trouvé en soufflant au colosse l'idée du paradis. Nous revoilà donc à notre point de départ, le jour du départ justement. Et les Indiens cotisent le peu qu'ils ont pour payer le capitaine du bateau, les vivres et le charbon. Toute une organisation spontanée se met en place, encore un coup des influences maléfiques du diable, on va dire. Le colosse et l'enfant monstre embarquent dans le silence d'église de la foule. Il devient ainsi le prophète, et le caractère divin de l'entreprise n'est plus mis en doute par personne, selon Balan. Au point qu'il doute lui-même de son athéisme, évidemment, puisqu'en fait il est sataniste sans le savoir. Le prophète embarqué, la foule se rue au bateau. Des tas de gens meurent dans la cohue, et voilà comment les Indiens se font, je cite, les conquérants du nouveau paradis. Balan essaie de suivre, mais personne n'en a rien à foutre de lui. C'est le Christ de la métaphore qui a donné le royaume. Il se fait balancer à la flotte et se noie. Et évidemment, dans ses derniers instants, il implore Dieu. Il cite le fameux « Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et puis il regrette l'Occident. Et comme il a honte de trahir son athéisme et sa haine, il ouvre la bouche pour aspirer goulûment la mort. Je sais plus quoi commenter là. Dans les jours qui suivent, des foules entières font pareil, envahissent des bateaux sous l'impulsion de l'enfant totem et du colosse qui vont de port en port. Les autorités indiennes ne font rien, la police rejoint la foule et se tire, bref c'est le chaos, tout le monde se bat. On suit maintenant le consul belge qui panique au vu de l'événement. Il arrive à joindre un haut fonctionnaire indien qui dit que tout ça était inévitable à cause de la surpopulation, de la pauvreté et de la faim. Enfin des causes matérielles dis donc. Le fonctionnaire a une phrase merveilleuse. Mon pays n'est plus qu'un fleuve de sperme qui vient brusquement de changer de lit et coule vers l'Occident. Bon, je dis des causes matérielles, mais c'est super relatif. L'idée derrière tout ça, c'est le consul qui le dit, c'est que les Indiens seraient congénitalement incapables de diriger leur pays et qu'ils sont donc incapables de rien faire sans aide de l'Occident. Dans la réalité, l'Inde n'a pas eu tant besoin que ça de l'Occident pour rattraper son retard en quelques décennies après la décolonisation, et malgré toutes les difficultés d'un pays effectivement surpeuplé. Contrairement aux idées racistes de Raspail, quand c'est la merde dans leur pays, les Indiens se battent pour le rendre meilleur. La seule vraie incurie congénitale, celle qui provoque les tensions raciales qu'on connaît aujourd'hui en France, c'est celle des néolibéraux à diriger correctement un pays, à résoudre les problèmes de pauvreté et à accueillir et intégrer dignement la fraction finalement faible de migrants qui viennent effectivement jusqu'en Europe. Parce que je le rappelle,
80% des migrations se font entre pays du Sud, et parmi les 10 pays qui accueillent le plus de migrants, un seul est européen. Là aussi, je sais ce qu'on va me dire. Ok, des pays comme l'Inde et la Chine s'en sont sortis, mais l'Afrique, plein de pays africains sont toujours ultra pauvres, même si la colonisation est finie. Déjà, l'Afrique a subi un coût colonial disproportionné avec l'esclavage, mais elle en subit encore les conséquences de la colonisation. De la France-Afrique au franc CFA, en passant par la corruption de ses dirigeants par divers intérêts économiques et son assignation à un rôle de pourvoyeur de matières premières au sein de l'économie mondiale, ce qu'on appelle pudiquement en économie le syndrome hollandais, l'Afrique est loin d'être sortie des mécaniques néocoloniales. Bien sûr, il y a toujours plein de causes internes, mais il y a aussi des tas de causes externes sur lesquelles nous pouvons agir en tant que pays, la France. Donc rien à voir avec une incurie congénitale, et c'est au passage le traitement occidental charognard de l'Afrique qui permet amplement la pénétration de la Chine sur le continent, les Africains y voyant souvent l'occasion de se départir de la main occidentale pour se loger dans celle un peu moins serrée des Chinois. Cette discussion entre le consul belge et le haut fonctionnaire indien, c'est l'occasion pour Raspail de donner en système sa constante référence à l'odeur. Et franchement, ce passage m'a fait hurler de rire tellement c'est du racisme crasse et stupide. La main tenant le téléphone se trouvant proche de son nez, le consul renifla machinalement. Il se souvenait des poignées de main de son interlocuteur, tous deux se rencontraient souvent à des cocktails ou des conférences de presse, qui imprégnaient sa paume et ses doigts d'un parfum si lourd et tenace qu'il fallait 20 lavages au savon de lessive et 3 jours pour en effacer l'odeur. « Ça pue l'Orient !» se disait alors le consul, frottant ses mains sous le robinet de son lavabo. Putain, pourquoi je lis des trucs pareils ? Est-ce que l'autre ne se faisait pas la même remarque au même moment, en se lavant également les mains pour la 20e fois ? Mais ça pue l'Occident. Une question, cher ami, dit soudain le consul. À quoi vous parfumez-vous ? L'autre émit une sorte de hoquet d'étonnement. Puis il eut un petit rire, comme s'il comprenait le sens caché de la question, très profond, oulala. Et il la comprenait, car c'était un homme fin, c'est sûr que c'est incroyablement subtil. Jugez-vous, mon cher consul, que dans les circonstances que nous traversons, cette question a beaucoup d'importance. Franchement, dit le consul en riant à son tour, rien ne peut avoir autant d'importance en ce moment. Alors je vais vous répondre. Je ne me parfume pas. Je ne me parfume jamais. Question pour question. Et vous ? Moi non plus, dit le consul. Je ne me parfume jamais. Je m'en doutais. Je m'en doutais aussi, dit le consul. Il y eut un silence où l'un comme l'autre cessèrent de rire. Hormis cette constatation essentielle, dit alors le consul, notre conversation ne sert plus à rien. Aïe aïe aïe. Non, j'ai beau chercher, mais je crois que j'ai jamais rien lu d'aussi embarrassant de toute ma vie. Bon allez, pour en finir, et puis je pense que tout le monde a sa dose de conneries là, finissons en beauté par un événement qui va nous donner du baume au cœur, un baume qui sent bon, terminons par la mort du consul belge. Voyant que le départ de la foule est inévitable, le consul se lance dans une espèce de pantomime de pièce de théâtre coloniale grotesque avec son garde-sic, qu'il mène au pas comme un colon avec sa troupe coloniale. Qu'est-ce qu'il fait ? Évidemment, il amène son garde au milieu de la foule, et il lui demande de tirer dessus. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il va comparer le sikh au chien de l'homme blanc qui aboie au talon de l'homme noir. Évidemment, on l'attendait depuis le début, c'est l'occasion pour Raspail de faire l'apologie de l'impérialisme colonial. Voilà un mot dont il ne s'était jamais servi dans son contexte. Il le prononçait sans doute pour la première fois, et cela l'étonna beaucoup. À l'instant de sa mort, le petit consul découvrait avec ravissement le folklore militaire. Feu ! Et voilà, sire, une colonie de plus à vos pieds. Feu ! Les Kanaks se rendent, hissez les 3 couleurs. Feu ! Le sultan de Pataquet implore la protection de la République. Feu et feu ! Au poteau d'exécution, dans la cour fortifiée des Borges, s'écroulent les salopards rebelles, car nous sommes grands et généreux. Mais... Feu ! Le consul émergea de son rêve, car pas un coup ne partit, et l'armée recula. Et oui, parce que pas fou le sikh, en tout cas moins taré que son employeur, il s'est tiré. Bon, clairement, moi, tout ce que je lis dans ce passage, c'est un désir puéril de domination. On croirait lire un ado débile parler de ses exploits à Europa Universalis. Super jeu au passage, si vous voulez créer des empires, faites-le là-dedans et laissez le monde réel aux gens sensés. Malheureusement, le sikh a eu la mauvaise idée d'y laisser son fusil, et évidemment le consul le ramasse pour faire à son tour feu. Le prêtre dévoyé dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est dans la foule lui aussi, demande au consul ce qu'il peut bien être en train de foutre. Question assez légitime. Et voilà les justifications du consul. Que croyez-vous que je vais vous répondre ? Pour la gloire, pour l'honneur, pour le principe, pour la civilisation chrétienne, pour je ne sais quoi encore ? Rien de tout cela. Je vais éteindre ce regard parce que cela me plaît ainsi. Je ne reconnais pour frère aucun de ces milliers de martiens. Je ne suis pas solidaire, et pour une fois je vais me le prouver. Syndrome Calguès, foutu pour foutu, autant partir dans un feu d'artifice et tuer un indien.
Et c'est en effet ce qu'il fait avant de se faire couper en tranches par la foule façon District 9, les vrais savent. Encore une fois, c'est complètement inutile, c'est une deuxième scène qui est un pur appel au terrorisme aveugle. Il me semble que les justifications du consul sont limpides à ce sujet. Je rappelle, un livre recommandé par Zemmour et Marine Le Pen. Là-dessus, l'évêque se barre avec les Indiens, et voilà que commence le grand voyage. L'invasion migratoire est en marche. On parlera du début du voyage et des premières réactions en Occident au prochain épisode. Avant d'en finir, un dernier commentaire, profitez-en pour vous abonner et laisser les vôtres sous la vidéo. Un truc que je trouve quand même assez incroyable, c'est que pour Raspail, cette invasion migratoire, c'est littéralement l'apocalypse, et le sort de l'Occident aux mains des non-blancs est en fait inéluctable. C'est le destin ordonné par Satan. Le combat est inutile, Raspail l'écrit lui-même. Finalement, l'acte final de personnages comme Calguès ou le Consul sont l'expression d'une sorte de misanthropie profonde, de désespoir nihiliste. Tout ce qu'il reste à faire, c'est produire un bain de sang. Et Raspail est complètement d'accord avec ça, pour le monde réel. Il est moins connu que les autres, Yvan Rioufol. Et il a écrit un livre récemment qui s'appelle La guerre civile qui vient. Moi, j'ai d'ailleurs suggéré de changer de titre et de mettre La guerre civile qui vient et qui sera la bienvenue. Alors moi, je vous pose la question, qui sont les vrais nihilistes dans cette histoire ? Est-ce que ce sont les humanistes ou est-ce que ce sont les fanatiques religieux avec leur violence aveugle inspirée par un désarroi mental ? Un désarroi inévitable quand on dérive toutes ces conceptions de préceptes religieux délirants. Pas que je sois là pour vous dire d'abandonner votre foi si vous en avez une. Si vous tirez toute votre compréhension du monde de textes religieux, vous êtes voué à la déception parce qu'aucune religion ne vous donnera les clés du monde. Mais en fait, moi j'ai une autre théorie pour expliquer le nihilisme de Raspail. Vous connaissez sûrement cette réplique de The Usual Suspects. Moi j'ai toujours trouvé un peu conne. Peut-être que le meilleur coup du diable n'est pas d'avoir réussi à faire oublier qu'il existe. Peut-être que son meilleur coup ce serait plutôt de s'être fait passer pour le dieu de certains imbéciles. I know